Merci de nous préférer et bienvenue dans l'émission Starcom, l'émission qui vous permet d'analyser, de décrypter l'actualité nationale, une émission également qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur les sujets qui marquent l'actualité de chez nous en Guinée. Et au menu de cette émission Starcom, nous parlerons de la crise sociopolitique guinéenne avec ses impacts notamment sur la vie de l'économie nationale, pourquoi pas de la vie en société. Il faut dire que le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, a appelé ses militants à la résistance active et permanente à compter de ce lundi 13 janvier 2010, à la veille de cette mobilisation des opposants au projet d'une nouvelle constitution. Le ton était monté d'un cran dans les différents états-majors politiques du pays. En effet, la Commission électorale nationale indépendance annonce désormais qu'il y a plus de 8 millions d'électeurs guinéens. C'est le résultat donné par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue du processus d'enrôlement des électeurs et d'assainissement des fichiers électoraux dans la perspective des élections législatives, des élections d'ailleurs boycottées par les poids lourds de l'opposition guinéenne, indexant les conditions de préparation de ce scrutin qu'ils qualifient de chaotiques. Pendant ce temps, le secteur éducatif guinéen est paralysé par le mot d'ordre de grève lancé par le SLEG d'Aboubacar Souma. Il faut dire que c'est le syndicat des enseignants libres de Guinée reproche à l'État guinéen de ne pas se soumettre à l'application des accords qui ont été signés il y a plus d'un an entre ces deux parties. Et nous, dans cette émission, on pose ces questions. Qu'est-ce qu'il faut craindre comme impact de cette crise sociopolitique de la Guinée, notamment sur la vie de l'économie et la vie en société, et quelle doit être la responsabilité des acteurs de la société civile guinéenne pour sortir le pays de cette crise? La réponse à ces questions, c'est avec notre invité qui n'est autre que Aboubacar Silla. Il est président du Forum civil citoyen. Monsieur Silla, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans l'émission Starcom et bienvenue. Merci vraiment, monsieur Barry, et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Alors, on va commencer cette émission par cette première question. Il faut le dire que durant l'année 2019, il y a eu des décisions politiques qui apparemment sont à la base de la crise sociopolitique en Guinée. Il y a d'abord cette première décision du président en ce qui concerne l'engagement du chef de l'État à aller notamment vers une nouvelle constitution pour, entre griffes, s'octroyer la possibilité d'un troisième mandat. Quelle analyse faites-vous de ces décisions politiques qui, selon certains observateurs, ont été notamment à la base de cette crise que nous vivons maintenant à l'orée de 2020? Merci vraiment. D'abord, à l'entame de cette émission, j'adresse mes condoléances à toutes les familles éplorées durant ces différents événements depuis, je peux dire, le 14 octobre dernier. Et jusqu'à maintenant, il y en a plus de 40 maintenant Guinéens qui sont morts pour ne rien. Et que c'est des morts qu'on pouvait vraiment éviter pour ce pays qui a tant souffert. Et en revenant sur votre question, il faut qu'on remonte vers 2016, quand il y a eu ces pactes politiques mal scellés à l'Assemblée nationale entre l'UFDG et RPZ, parce qu'ils sont les deux formations politiques majoritaires à l'Assemblée nationale. Ils sont taillés des lois qui aujourd'hui ont des répercussions très graves sur l'avenir du pays. Ceux qui nous ont suivis au Forum civil citoyen, on avait tenu vraiment des débats autour des deals politiques et sur le nouveau code électoral qui nous amène aujourd'hui dans les péripéties que nous vivons aujourd'hui, qui donnait beaucoup plus l'autorité aux partis politiques. Comment se fait-il dans un match de football? Les deux équipes en compétition fournissent les arbitres de touche, arbitre central et les juges du match. Vous voulez dire que la crise actuelle, oui, elle est la résultante d'une sorte d'accord scellé entre le RPZ et l'UFDG. Aujourd'hui, il faut que le peuple assume cela, les conséquences de ces deals. Et regardons un peu aujourd'hui la composition de la CENI. Ils sont tous des RPZ. S'ils ne sont pas des RPZ, ils sont des partis politiques membres ou alliés à RPZ Arc-en-Ciel. Le retrait de l'opposition républicaine dans la CENI, on en parlera dans cette émission. Donc regardez aujourd'hui, c'est l'ensemble de tout ça qui a mené aujourd'hui ces multiples crises. Revenons sur la proposition de cette
l'avant-projet de la nouvelle constitution. Pour moi, je me suis demandé, quand j'ai parcouru l'ensemble des pages de cette nouvelle constitution, je dis qu'est-ce que le président veut proposer aux Guinéens si ce n'est pas se sédentariser ici au pouvoir. Comment se fait-il dans une constitution sérieuse qu'on ne limite pas le nombre de mandats pour accéder à la présidence de la République? Ce qui veut dire son projet de constitution, un bébé né aujourd'hui qui a la nationalité guinéenne peut être candidat au poste de président de la République. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, quand vous prenez son article 40, dit que tout Guinéen peut être candidat au poste, que tu sois présenté ou pas par un parti politique. C'est pourquoi certains sont contents, bon, on peut ne pas appartenir à une formation politique et être candidat au poste de président. C'est une avancée démocratique quand même. C'est des avancées qui ont des limites. Parce qu'au moins l'actuelle constitution qui verrouille, comment dirais-je, la durée du mandat. D'abord, on passe de 5 à 6 ans. Déjà, à 5 ans, déjà, on a trop de pesanteurs pour des présidents qui ne font rien. Et plus forte raison, si on vote pour un président qui ne foutra encore rien pour 6 ans. Ça, c'est un élément. Le second élément, il ne faut pas prendre un vieux de 120 ans et l'amener au pouvoir. Parce que regardez le contre-décret que le président signe aujourd'hui. Il faut d'abord se poser et s'interroger sur son état de santé. Parce que son âge aussi, si avec, parce qu'on dit la force périt avec l'âge. Alpha Condé, c'est un président qui se porte bien. Oui, c'est ce qu'on dit. Parce qu'on l'a vu faire des sports ici, notamment des Kaloum. Mais vous ne savez pas aussi dans quelles conditions il mène cet exercice-là. Il se prépare en conséquence. Mais revenons sur son âge. Un Africain de son âge devait être aujourd'hui dans une case. S'il était au Fouta ou en Haute-Guinée quelque part. Aujourd'hui, les conditions de vie dans lesquelles il est le permet aujourd'hui de monter et de descendre. Mais est-ce que la lucidité de son âge permet de conduire une nation à 85 ans, 86 ans? Donc, il faut que les Guinéens s'interrogent sur cela. On a vu tout de suite un décret qui est passé il y a quelques jours, interposant les deux préfets, celui de Koya à celui de Kankan. Mais le lendemain encore, il est revenu là-dessus. En moins de 3 mois, il y a eu 2 décrets comme ça. Il faut s'interroger. À la fin aussi de Lansana Conté, c'était comme ça, des décrets et des contre-décrets. Donc il faut s'interroger sur l'âge. Vous doutez de la capacité managériale et pourquoi pas de gestion du président de la République. C'est clair et net. Sinon, on ne peut pas comprendre dans un pays, depuis le 13 ou 14 octobre, on est dans une crise. Avec combien de morts, le président ne dit rien. Si c'est un président licite qui a la tête entre les deux épaules, un seul citoyen guinéen tiré par balle, et qu'aujourd'hui on entend par-ci par-là, nous ne connaissons pas qui tire. Nous en parlerons de ces victimes dans cette émission. Alors, il faut dire également que dans l'aspect politique de cette émission, on parle également de ces élections législatives. Il faut dire que malgré le retrait de l'opposition, il faut le dire, pas de l'opposition en général, mais quand même les poids lourds de l'opposition guinéenne, parce qu'on le sait, quand même c'est l'UFDG et l'UFR et autres, et la Commission électorale nationale reste déterminée à aller notamment vers la tenue de la date notamment fixée pour ces élections le 16 février. Quel est le regard que vous portez sur c'était le processus d'organisation des élections législatives? Bon, vous savez, depuis qu'ils ont biaisé même la composition de cette CENI, il y a eu combien de Guinéens qui sont morts pour avoir une CENI libre et indépendante par rapport à cette autorité? Mais aujourd'hui, il n'y a que les militants du RPG qui se composent vraiment cette CENI, il faut l'appeler telle. On a vu quand les commissaires... les autres commissaires démissionnent. Oui, suivant. Étant donné que quand vous êtes à la CENI, vous n'êtes plus sur le sol. C'est pour vous dire que tout est parti dans l'eau. C'est à partir du moment où les partis politiques sont les juges du processus électoral, c'est là où tout a échoué. Qui peut dire aujourd'hui, si le président actuel était de l'IFDG, qu'il allait faire du bien pour RPZ, même s'il prête le serment? Tu ne peux pas envoyer ton fils pour te représenter, après il va représenter le papa des nôtres et défendre l'intérêt du papa des nôtres. C'est ce que nous avons au sein de la CENI, c'est pratique. C'est que cette CENI ne nous conduira nulle part que dans des élections triquées, des élections dont les lendemains sont désenchantants.
Prenons les élections locales. On se rappelle, les élections locales. À l'orée de la composition de la CENI, il faut dire que quand même, il y avait une sorte d'opportunité qui était offerte à vous, les acteurs de la société civile, à briguer la tête de l'institution. Mais finalement, Maître Kébé s'est retrouvé. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas également de votre responsabilité, vous les acteurs de la société civile, d'être un peu amorphes? Parce qu'au Burkina, on ne peut pas imaginer une CENI politique. Oui, vous savez, depuis 2010, il y a un effritement du tissu des organisations de la société civile de notre pays. Regardez les syndicats, il y a le bicéphalisme partout. Et dans le gouvernement pactise avec certains acteurs qui ne sont ni représentatifs au nom de la société civile. Kébé, qui l'a désigné? Ils vont dire, ouais, il est l'ordre des avocats ou quoi, des barreaux ou ceci, cela. Le barreau relève de la société civile. Oui, mais dites-nous réellement, avec tout ce qu'il a fait dans le processus électoral antérieur, est-ce que lui méritait d'être reconduit pour nous mettre encore les bâtons dans les roues le lendemain de toutes les élections? Et quand on prend le CNOX aussi, comment les gens ont été choisis? Est-ce que c'est le CNOX seulement qui est une organisation fêtière dans le pays? Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de prise en otage des organisations de la société, des institutions de la République par le pouvoir en place. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'heure est très grave et ces élections sans les partis politiques de l'opposition guinéenne, c'est une élection qui va nous conduire aussi, si elle est liée à temps réel, avoir des députés ou 100% RPZ. Une caisse de résonance. Il faut s'attendre à cela. Alors, parlant du processus notamment de ces élections, il faut dire quand même que l'opposition, dont le chef de file de l'opposition guinéenne, Ella Seydou Dalein Diallo, reste déterminé notamment à rester figé sur sa position en ce qui concerne l'exigence de respect des revendications de l'opposition en termes de prise en compte des réclamations de cette classe politique en termes d'organisation du processus électoral. On suit cet élément de reportage de la réaction de Seydou Dalein Diallo qui dépend de la réalité qui prévoit en termes d'organisation des élections législatives. 24 heures après la publication par la CENI de la liste des candidatures pour les élections législatives, le chef de file de l'opposition reste droit dans ses bottes. Selon El Hadj Seydou Dalein Diallo, l'opposition républicaine n'ira pas aux élections tant que leurs points de revendication ne sont pas satisfaits. Nous n'avons pas décidé de boycotter, nous avons décidé de ne pas participer à une mascarade électorale et avons exigé que les conditions d'une élection juste et équitable soient réunies. Et parmi ces trucs, il y a le fichier, il y a l'installation, la finalisation des élections locales, le départ de M. Kébé pour qu'on ait à la tête de la CENI vraiment un homme beaucoup plus soucieux de respecter le code électoral et de se montrer digne de son serment. Au-delà de ses ambitions politiques, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'est dit soucié pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. Pour Seydou Dalein Diallo, l'État devrait agir dans ce sens en évitant d'organiser des élections qui feront l'objet des contestations. Lorsqu'on a le souci de la paix et de la cohésion nationale, on cherche le consensus. La loi ne peut pas tout prévoir. Il y a des interprétations qui sont faites par les membres de la CENI, par la classe politique, et puis on trouve les consensus. Mais M. Kébé, agissant pour le compte et pour l'intérêt de M. Alpha Condé, ne veut pas de consensus. Il veut défier l'opposition, il veut aller avec, naturellement, la mouvance, mais pas avec l'opposition. Vous l'avez écouté, il nargue l'opposition, en tout cas, lui, il fera ses élections. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien du tout. Par la rue et par la dénonciation, nous allons continuer à exiger que ces conditions soient remplies. Et si ce n'était pas le cas, nous allons user de nos droits de résister à l'oppression et à la dictature. S'exprimant sur l'attaque dont fait l'objet son siège à Kankan, il n'y va pas par 4 chemins. Pour le président de l'UFDG, l'administration Condé serait à l'origine de ces actes de vandalisme. La stratégie de Alpha Condé est connue, c'est d'opposer les ethnies. En 2010, c'est les mêmes instructions qu'il avait données à Sigri et dans certaines parties de Haute-Guinée pour s'attaquer aux ressortissants d'une ethnie en supposant qu'ils sont nécessairement du côté
de son principal adversaire. Je pense que c'est la même pratique qu'il veut perpétuer. Il a dû donner des instructions à un responsable syndical ici de s'attaquer au siège de l'UFDG et aux boutiques et magasins de ses militants. Vous avez eu les dégâts. C'est dans le cadre de la campagne d'intimidation et de division de la Guinée en ethnie. Le vrai défi, c'est le sous-développement, c'est la mauvaise gouvernance, c'est l'état des infrastructures, c'est la médiocrité du système éducatif. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas que celui-ci soit Peul, Malinké ou Soussou. Nous devons être ensemble et nous opposer à la division que prône M. Alpha Condé et son clan. L'UFDG n'a pas la volonté de boycotter les élections en Guinée, mais nous ne participerons pas aussi à une élection gagnée à l'avance par M. Alpha Condé et ses acolytes. Nous nous battrons également avec tous les moyens légaux pour empêcher la tenue de ces élections, a conclu Cellou Dalein Diallo. C'était la réaction du chef de file de l'opposition, Elhadj Cellou Dalein Diallo, qui donnait sa position et sa lecture notamment sur l'organisation de ces élections législatives. Pourquoi pas les attaques dont, entre griffes, ces militants ont été victimes du côté des Cancans. Avant de revenir vers notre invité pour débriefer notamment l'intervention du chef de file de l'opposition, on marque une courte pause et on revient juste après. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. De retour sur ce plateau de l'émission Starcom, une émission qui passe en revue la crise sociopolitique en Guinée et ses conséquences sur la vie de la nation et pourquoi pas de l'économie nationale. Alors, M. Sylla, on a vu quand même la détermination de l'opposition. Il y a cette question que moi je m'en vais vous poser. Est-ce que l'opposition n'a pas tort? Parce que c'est vrai qu'ils ont la possibilité d'annoncer les retraits, mais l'opposition ne peut pas empêcher la tenue d'une élection. Oui, bah, tout est possible à cette phase aujourd'hui, parce que moi j'avoue, aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que l'État est là? On ne peut pas comprendre qu'on fasse l'enrôlement. Et qu'on trouve des chiffres. On parle d'enrôlement des mineurs. Des mineurs, tout ça. Désormais, le fichier électoral de 6 millions passe à plus de 8 millions, étant comparativement au pays comme le Sénégal. Prenons Abidjan, qui a 25 millions d'habitants, avec moins de 6 millions d'électeurs. 25 millions. Et nous, on n'est que 12 millions 300 habitants, on a plus de 8 millions et quelques. Ce qui veut dire plus de 66,6% des Guinéens sont électeurs. Est-ce que vous imaginez, on a 12 millions d'habitants, et bien on a plus de 8 millions et quelques électeurs, et dont 51% sont de la Haute-Guinée. Ce qui veut dire, si les 3 autres régions naturelles du pays ne votent pas, la Haute-Guinée seule peut aujourd'hui élire un président de la République. Ce qui renvoie à quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc c'est aussi simple, le président lors de l'enrôlement, la révision, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il disait aux gens, il veut que Sigiri, un électorat supérieur à Ratoma et Matoto-Reni. Et c'est ce que les gens ont fait. Donc c'est calculé à dessein. Et quand vous voyez la somme arithmétique des 5 communes et le total dégagé pour Conakry, il y a plus de 600 et quelques mille électeurs de différence. Où est le sérieux dans tout ça? Pour moi, l'opposition a raison de ne pas aller dans une telle élection où déjà le fichier est hypothéqué. Donc déjà, c'est que même si aujourd'hui, je vous dis, les 4 régions des 3 régions ne vont pas, parce que le président aime dire que la Guinée est un pays à 4 roues, c'est que si les 3 roues manquent, aujourd'hui, le véhicule guinéen peut circuler. Qu'est-ce que je veux dire? 51% des députés de l'Assemblée nationale à venir, Cancan, la région de Cancan seule peut octroyer cela d'office au président de la République. Selon le fichier électoral. Selon également le résultat, ce sont la région de Cancan et de Farana qui... Oui, c'est la Haute-Guinée. Plus d'électorat. Mais imaginez aussi la densité de la population en Basse-Guinée, avec les multiples méga... industrie de mines, toutes ces sociétés minières que vous connaissez aujourd'hui dans cette partie de la Guinée. Et qu'on nous dise
que vraiment il y a des préfectures où la sahélisation est en train d'envahir et tous sont descendus vers Conakry, qu'on nous dise que Conakry est peu peuplé que certaines régions de notre pays. C'est ahurissant. Il faut qu'on prenne un peu ce pays au sérieux et qu'on utilise les ressources de ce pays et dans des conditions vraiment acceptables. Parce que c'est des ressources du pays qui ont été investies dans la révision de ces listes électorales. On ne peut pas comprendre aussi qu'après des millions et des milliards de contribuables guinéens, qu'on puisse sortir avec un tel fichier. Malgré tout cela, est-ce que l'opposition, parce que c'est vrai que la participation à une élection est une sorte de liberté qu'on octroie aux uns et des autres, mais vous ne pouvez pas empêcher une élection. L'opposition ne peut pas empêcher. C'est ce que je dis. Est-ce qu'on a un État? Si l'État était là, je dirais que l'opposition ne peut pas. Mais où est l'État? Regardez aujourd'hui la zizanie dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans ce pays. Regardez le favoritisme, le népotisme, la gabegie dans lequel nous vivons aujourd'hui dans ce pays. L'opposition peut bel et bien, à cette allure, vous avez vu depuis hier comment est la capitale. Vous avez vu comment sont dans certaines régions de notre pays. Hein? Et puis, c'est que j'ai suivi une dame aujourd'hui dit, sans les militaires et les policiers armés à dents, aujourd'hui, le pouvoir de Conakry serait à terre. Alors, revenons dans l'actualité. Il faudrait quand même que le Front National pour la Défense de la Constitution a depuis le lundi 13 janvier 2010, mis notamment en action ces journées de résistance active et permanente à travers le pays, ce qui a été quand même en quelque sorte suivi. Quel est votre avis notamment sur ces journées de résistance annoncées par le Front National pour la Défense de la Constitution? D'abord, c'est un droit constitutionnel, la résistance. Parce que quand tu parles à une autorité et qu'elle n'arrive pas à comprendre, il faut la désobéir. Et cette désobéissance civile s'est consacrée dans cette constitution qu'on veut aujourd'hui mettre dans le trou. Depuis combien de temps? Combien de Guinéens sont morts? Le président n'écoute qu'un seul bord. Il n'a dit aucun mot sur les morts là. C'est très dommage. C'est lui le président de tous les Guinéens. Ou bien il est le président d'une ethnie. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. On ne peut pas comprendre que nous perdons plus de 40 jeunes Guinéens, presque d'une même ethnie. Ils pouvaient dire qu'il faut que cela s'arrête. C'est des Guinéens qu'on est en train d'assassiner. Et que j'étais vraiment sidéré de voir une déclaration du ministre de la Justice de dire qu'il ne sait pas qui tire. C'est que tous les Guinéens sont dans l'insécurité totale et permanente. C'est pourquoi je dis où est l'État. Si l'État existe, on ne peut pas se questionner. Plus de 40 morts par balle. Et qu'on dit qui est en train de tirer. Alors il faut dire quand même que suite notamment à ces violences de Cancan à l'occasion de l'acte 7 du Front National pour la défense de la Constitution, la communauté Alpulaar s'est fondée d'une déclaration dans laquelle elle dénonce notamment ce qu'elle appelle comme atrocité du régime d'Alpha Condé contre une ethnie, et selon eux, ce qui s'est passé à Cancan serait prémédité et que c'était notamment orchestré contre une ethnie. Pour l'instant, on n'a pas la vérité des faits, mais on vous propose la déclaration de la communauté Alpulaar et après on revient sur ce plateau pour le décryptage. Investi récemment à la tête de la coordination des Fulbe et Halipulaar de Guinée, El Hadj Ousmane Baldé Sanloa, comme on le surnomme, est un des grands observateurs de la vie nationale. Sous le poids de l'âge, son message est porté par ses proches. Devant les médias ce jeudi, son porte-parole donne la teneur de sa déclaration qui condamne les agressions et pillages ciblés à Cancan suite à la marche des FNDC. La coordination dénonce et condamne avec la dernière énergie les violences et abus commis récemment contre les peuples et leurs biens à Cancan, sans omettre ceux dont elle est victime depuis 2010. Nous rendons le régime en place responsable de toutes ces cruautés. C'est l'impunité dont les auteurs bénéficient qui les incite à commettre, récidiver et revendiquer à visage découvert leur forfaiture depuis 2010. Une mauvaise gouvernance. Le régime a franchi le cap de la tolérance en s'attaquant injustement aux activités des peuples et en les plaçant injustement dans un inadmissible cantonnement spécifique dans l'opposition. Face à cette flambée de violence et l'impunité dont jouissent souvent les auteurs, la coordination des Fulbe et Halipulaar de Guinée hausse le ton. Faute d'interlocuteurs crédibles à ses yeux,
Elle dit compter sur la vigilance de la communauté internationale. Ces victimes n'ont commis ni crime ni délit. La coordination nationale des Fulbe Halipulaar de Guinée n'a cessé de déployer inlassablement de gros efforts auprès du gouvernement, de coordination régionale, de la communauté internationale et en particulier auprès de l'Union européenne pour expliquer et implorer l'arrêt des exactions contre notre communauté. Hélas, rien n'en a suivi. À l'instar des autres communautés, nous ne souhaitons pas que notre pays sombre dans l'anarchie, le chaos et le désastre. Cependant, nous sommes constamment les cibles de tous les maux, injures, excès et tyrannie du régime en place et nous sommes constamment assaillis, pillés et tués sans raison. Tout en prônant la paix et la quiétude sociale, la coordination de Fulbe et Halipulaar de Guinée rappelle la nécessité du fair play démocratique, l'occasion pour elle de rappeler que les partis politiques sont constitués de toutes les ethnies. C'était la réaction de la coordination des Fulbe Halipulaar de Guinée qui résiste notamment aux violences survenues à Kankan. Alors, M. Silla, on vient de suivre notamment la déclaration. Est-ce que cette déclaration, à votre yeux, elle est normale dans un pays qu'une coordination dise que nous, c'est nous qui sommes victimes? Est-ce que c'est quel regard portez-vous sur cette déclaration? Oui, j'ai toujours dit, quand l'État perd tout, c'est la rue qui s'impose. Donc aujourd'hui, leur constat, ils ont fait un constat sur leur ethnie. C'est-à-dire, il faut qu'on aille droit au but. Il faut qu'on se regarde en face ou qu'on se dise la vérité. Combien de pelles ont été tirées? Il faut reconnaître. Aussi, le président doit être à la hauteur de tout ça. Parce que hier, regardez le cas de l'abbé, hier. Il y a eu un mort. Pourquoi il n'y a pas eu mort à Kankan? Est-ce qu'ils ont tiré une seule balle dans la rue de Kankan avec tout ce que les Guinéens ont subi? Moi, je ne veux pas dire peur. Au moins, on a vu les gens s'emparer des boutiques. Ouais. Mais il n'y a pas eu une seule personne arrêtée jusqu'à ma connaissance. Rien n'a été fait. On a voulu juste déplacer Aziz, l'amener aussi à Koya. Où étaient les autorités régionales préfectorales, comme c'est que l'acte que le gouverneur de l'Abbé a posé? Parce qu'il a amené vite les militaires dans la rue. Hier, on a fait recours à l'armée, restaurer l'ordre. Parce qu'ils disaient qu'ils étaient en état de guerre. Est-ce que Kankan n'était pas plus que l'Abbé dans cet état? Voilà là où l'État devait jouer sa partition. Mais là où peut-être je ne pourrais pas être d'accord avec vous, c'est un peu la vitesse à laquelle la coordination prend position. Parce que pour une telle affirmation, il faut être doté des preuves. Parce qu'on n'a pas d'abord l'État d'une enquête, des résultats ne sont pas d'abord officiels. Est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besoin? Monsieur Barry, on est à Conakry. Il y a eu combien de morts sur l'axe de l'autoroute depuis 2010? Combien sont morts sur l'axe de Amdalaï jusqu'à Kagbele, dans la commune de Ratoma? C'est aussi simple. Les gens ont fait les statistiques, ils ont la situation en main, ils trouvent qu'il y a une ethnie qui est visée. Appelez les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis un Soussou. Je n'ai aucun intérêt de défendre Paul ou Pierre, mais je suis guinéen. La situation aujourd'hui, le président de la République est responsable de cette situation. Il doit maintenant arrêter tout et arrêter cette récréation pour que les Guinéens essayent de vivre ensemble. Alors, ce vivre ensemble n'existe plus. Regardez le quotidien sur les réseaux sociaux entre Malinké et Peul, et parfois nous les Soussous, on vient faire le tournesol dans cette situation. Ça ne peut plus aller. Malgré ces journées de protestation et de manifestation du Front National pour la défense de la Constitution, l'État, à travers notamment la coalition démocratique pour la nouvelle Constitution, reste engagé, déterminé à aller notamment à l'adoption d'une nouvelle Constitution pour un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que ça vous inspire comme danger peut-être qui peut surgir notamment de ces entêtements? Le danger commence déjà à se poser. Quand un président commence à faire des décrets, des contre-décrets dans un pays, vraiment les gens doivent se poser la question. Et je retourne la même question à l'un des fondateurs même de Codenok, qui est l'ex-ministre de la Communication. Suivez toutes ces communications autour d'une éventuelle révision avant, quand il était dans l'opposition. Il disait que personne ne doit pardonner Alpha Condé parce que son âge serait révolu et qu'il ne va plus réfléchir. Et c'est lui aujourd'hui qui soutient dans le Codenok des conneries comme ça. Pour nous,
il faut quand même que la Guinée dépasse ce cap. Ce cap, c'est quoi? Il faut que demain, que tout président qui arrive, il sait que s'il ne travaille pas un premier mandat, il doit dégager. Alors, il faut... Et que derrière Alpha Condé, il y a 1000 Alpha Condé. Il ne faut pas qu'on dise que ça, Alpha Condé. Qu'est-ce que... Alpha Condé a hérité des bonnes routes en 2010. Ici, Mamou, moi, je faisais 3 heures, moins de 3 heures. Mais aujourd'hui, il me faut 10 heures d'ici, Mamou. Alors, il faut dire que vous, de votre côté, pour s'opposer à ce projet de nouvelle constitution, vous aviez lancé à l'époque l'alliance, c'est pas... l'ANP. L'ANP, oui. Qu'est-ce que ça n'est devenu? Et quelles ont été vos actions majeures dans ce sens? Parce qu'il faudrait, parce que c'est ce que les enfants, on vient dans les médias, mais en réalité, il ne faut rien sur le terrain. Ok, nous, ce qu'on a dit au président de la République, dans l'ANP, qu'on voulait le rencontrer, et le dissuader de ne pas aller. L'Alliance nationale patriotique. C'était plus de 11 partis politiques et des organisations de la société civile. Donc, et des personnes de ressources. C'était de discuter avec lui pour que des conneries que nous sommes en train de vivre dans ce pays s'arrêtent. Imaginez depuis 1958, combien de Guinéens ont été victimes des exactions de l'État guinéen. Depuis 1958 jusqu'à maintenant. On a dit qu'il faut qu'on arrête, qu'on essaye d'aller vers une conférence nationale, vérité et réconciliation, pour qu'on puisse voir tous ceux qui ont subi les désordres de l'État, qu'on puisse les réparer et qu'on se demande pardon et qu'on définisse quel type de démocratie. C'est un mémorandum que vous avez proposé à l'État guinéen. Mais malheureusement, comme on a dit au président, on ne vient pas te rencontrer pour te soutenir pour une révision constitutionnelle. Et ce jour-là, dans l'échange, j'ai dit à M. Badiko, il ne va pas nous recevoir parce que déjà, on l'a barré la route. Et ça a été le cas. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'ANP se porte bien. Nous prenons des positions. On est membre aussi du FNDC. Parce que sauf qu'on ne voit pas sur le terrain. Nous, on est sur le terrain avec eux. Mais peut-être, nous, on n'est pas là pour faire des photos. Hein. Oui, on n'est pas là. Attendez. Même si vous êtes là, on peut voir. Attendez. Parce qu'il y a quand même des structures. Attendez. On le sait aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui profitent du FNDC. Oui. Ils font des selfies. Et mais non, on ne le fait pas. Voilà. Mais nous travaillons en profondeur. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain en termes d'accompagnement du FNDC? Mais aujourd'hui, tous nos démembrements sont dans les différentes structures du FNDC. Et nous sommes dans la coordination du FNDC. Mais on n'est pas là pour faire des selfies. La Guinée a dépassé les selfies. La Guinée a besoin de propositions concrètes pour sortir de cette situation moribonde qui a amené le pays dans le trou. Qui peut nous aider à sortir de ce trou-là? Alors, si vous êtes du FNDC, il y a quand même... maintenant, je vous mets dans le lot du FNDC. Il faut dire quand même... Mais je ne suis pas là en tant qu'FNDC. Oui, je suis d'accord. Mais vous soutenez les actions du FNDC. 100%. Mais il faut dire quand même que des journées de résistance, des journées pour des pauvres citoyens de Guinée qui n'ont pas mangé, qui tirent le diable par la queue. Comment est-ce que vous avez pensé à tout cela en termes de la vie de Guinée? Rapidement, écoutez, on est pris par le temps, mais les Guinéens vivent de jour au jour, on est conscient. Le Guinée n'a ni eau, ni électricité. C'est que le Guinée ne vit pas depuis 9 ans dans ce pays. Vous comprenez? Donc le Guinéen, c'est presque un mort-vivant. Qu'on dise qu'il ne faut pas qu'il sorte, tout ça là, lui, il est conscient aujourd'hui de son niveau de vie et les conditions dans lesquelles le Guinéen vit. Donc on n'amène personne dans les rues. Hein. Les Guinéens, on dit souvent que le FNDC, c'est un esprit. Et vous l'avez compris, c'était des arguments brandis notamment par M. Aboubakar Silla. Je rappelle qu'il est le président du Forum civil souterrain, également membre de l'Alliance nationale des patriotes et membre en quelque sorte notamment du Forum national pour la défense de la Constitution. Il faut dire qu'on va aller à la pause pour parler désormais de la troisième partie de cette émission qui est consacrée essentiellement à la crise sociale, avec la crise notamment dans le secteur énergétique, avec l'annonce faite par la coordination syndicaliste DDG, et pourquoi pas également la grève de SLEG qui paralyse le secteur éducatif guinéen. Quelles sont ses conséquences et impacts sur l'économie nationale, et quelle doit être la responsabilité des acteurs de la société civile pour sortir de la crise? La réponse à toutes ces questions, c'est juste après ça, et on revient juste après. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines.
Merci pour votre constance et fidélité renouvelée à cette télé du 21e siècle, une télé qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale. Et c'est dans cette émission Starcom, il faut le dire désormais, M. Sylla, nous parlons de l'aspect social de la crise guinéenne. Il faut le dire que le SLEG, le syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée, a lancé son mot d'ordre de grève parce que tout simplement le SLEG estime que l'État guinéen refuse de se soumettre notamment à l'accord signé entre lui et le gouvernement guinéen il y a plus d'une année. À votre égard, est-ce que cette grève, elle est justifiée à votre dessus en termes notamment de nécessité aujourd'hui? Parce que pour celui qui connaît l'impact de la grève l'année dernière, avec notamment le résultat des examens qu'on a connus, est-ce qu'il y a lieu de relancer une grève aujourd'hui en Guinée? Oui, écoutez, c'est un droit constitutionnel, il faut le reconnaître, vous comprenez. Il y a aussi un pacte qui est signé. Le respect des engagements amène, c'est un respect de justice en un mot. Ça amène la paix, la quiétude, et puis ça engage le développement. Mais les gens ont pris l'habitude dans ce pays de signer des actes qu'ils ne respectent pas. Vous comprenez? Et vous avez vu, nous on avait adressé il y a un mois avant au SLEG une correspondance de soutien et qu'on a fait copier au Premier ministre en lui disant que nous constatons aujourd'hui le recrutement est illicite à la fonction publique sans test des agents, et pendant que nous avons des revendications légitimes du SLEG. En ce temps, ils n'avaient même pas engagé le processus là. Il y a eu des alertes. On dit qu'on est en train de recruter par famille. Ils ont pris 92 Guinéens. C'est des Guinéens avec des diplômes, c'est pas licence et autres. Des contractuels. Donc non, c'était même pas des contractuels. Oui. Vous comprenez qu'ils ont amené au niveau, c'était un acte, je pense, du 18 octobre. Ils les ont mutés tous au ministère de l'Hydraulique. Quand on a parcouru la liste de 92 ou 96 personnes, 87 avaient le nom à connotation malinké. Ça, c'est un. On a attiré l'attention du. Non, attendez, on a attiré. Non, attendez. Attendez, oui, c'est des Guinéens. Attendez que je vienne au bout. Oui. Vous comprenez? Certainement, vous avez vu l'arrêté là sur les réseaux sociaux. Ça c'est. De deux, parmi ces 92, 87 Guinéens, donc comme vous les appelez, 80 ou combien, et je pense qu'il y avait quelque chose de 73 qui était Doumbouya et Koulibaly. Celui qui a signé l'acte, je pense qu'il est Doumbouya. Là où il est muté, au ministère de Sos, c'est Koulibaly. Nous, on attendait. Vous comprenez, non? On a fait toutes ces analyses. On a alerté la primature. Ça peut être une coïncidence? Non, coïncidence. Ok, si les gens, la forme et le fond, prenons ça. Il est dit dans la loi de la République, ne peut être recruté à la fonction publique sur dossier, seuls ceux qui ont le nouveau master et le doctorat. Et tout ceci, aucun n'avait le master, aucun n'avait le doctorat. Qu'est-ce que vous voulez nous dire encore dans ça? On a dit donc au SLEG, ils sont prêts à enrôler tous leurs protégés. Nous avons des contractuels qui sont avec vous. Imposez-vous pour qu'on les recrute, pour que nos enfants puissent étudier. Ouais. Et dans le protocole, ils ont dit, bon, on va voir quels sont les victimes. Mais comme les gens on ne se respecte pas dans ce pays, c'est pourquoi aujourd'hui, les revendications sont revenues sur la table. Et ce que, je dis, est très ahurissant. Nous, en tant que parents d'élèves, on doit jouer un rôle de réconciliation entre les deux parties. Mais quand je vois aussi la déclaration de la présidente de la FEGIPAE, qui dit que c'est irresponsable, c'est pas respecté de la part, qui est solide, mais qui avait même demandé au président de la République à un moment de couper le salaire des enseignants. Et le président de la République ce jour, pour la première fois, j'ai aimé son avis. Il dit, mais c'est un droit. C'est leur droit d'aller en grève. Si le président avait pris le même discours sans suivre ses à côté, aujourd'hui, le problème récurrent des enseignants ne serait plus là. Regardez la grille des salaires des gens de la justice. Qu'est-ce que représente aujourd'hui la justice dans notre pays? Parce que sans justice, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Pour moi, aujourd'hui, les enseignants qui sont là devaient être très bien payés. Prélever les grilles, les indemnités et tout, certains sortent avec plus de 15-16 millions. Maintenant, on nous dit ici, certains acteurs de la société civile nous disent que même si les enseignants sont payés à 8 millions, ça ne sert à rien.
C'est parce que même cette personne, je ne vais pas dire son nom, mais même lui ne connaît pas c'est quoi le rôle d'un enseignant. Alors il faut dire quand même que parlant de la grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, il y a également des victimes qu'on enregistre pendant cette grève et puis ça ne fait que commencer, mais on espère tout simplement que ces cas de mort vont s'arrêter pour le bonheur du peuple de Guinée. On va suivre cet élément de reportage, notamment sur la grève de SLEC, des familles endeuillées qui s'expriment dans cette émission. L'émotion est vive ce vendredi dans la famille de Fatoumata Binta Diallo, froidement assassinée par balle au quartier Hamdallaï dans la commune de Ratoma. Son père, visiblement affecté par la mort de sa fille, s'efforce de retracer les circonstances de ce tir tragique. On a 14h et quelques au Arti. Bon, il n'y a pas de problème. C'est à 14h qu'elle est revenue à la maison. Elle m'a dit que tout est calme à Dar es Salaam. Après, elle a ôté sa tenue avant de prendre son repas. Peu après, elle est sortie pour acheter de l'eau glacée. À son retour, elle a reçu une balle dans sa poitrine avant de s'écrouler. Entre-temps, nous l'avons évacuée à l'hôpital, mais elle était déjà morte. Tandis que la famille recevait visite de compassion, les agents de force de l'ordre se sont introduits dans la famille. Du gaz lacrymogène et des actes de pillage, le cocktail est suffisant pour décrire cette journée de terreur, à en croire la famille de la défunte. Soit ce temps aussi qu'il y avait l'armée qui a vu les cohabitants venir nous saluer ici de condoléances. Ils ont venu aussi nous s'attaquer ici avec des femmes. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de garçons ici. Il y avait 3 garçons ici. On était 3 garçons qui étaient à la maison. Et ils ont venu s'attaquer aussi les femmes. On les a fait rentrer dans la maison. On a fermé les portes. Il y avait 3 portes dans la maison. On les a tout fermées. Maintenant, lorsqu'ils ont vu qu'on est tous rentrés dans la maison, ils ont venu pour casser aussi la maison. Au quartier Wanindara, un autre jeune a été mortellement atteint d'une balle. Son nom, Mamadou Lamarana Diallo, célibataire âgé d'une vingtaine d'années et résident depuis 4 ans en Espagne. Il était en séjour à Conakry il y a 4 mois. Le matin, il m'a dit qu'il va partir chez son grand frère, en attendant 14 heures pour nous aider à la préparation du baptême. On s'est entendu sur ça, je l'ai laissé là-bas. Quand les échauffourées ont commencé, ils sont rentrés à la maison. Vers 15h, 16h, ils m'ont appelé pour me dire qu'on a tiré sur lui. Les tueries par balle à Hamdallaï lors des manifestations, cette famille en a été souvent témoin. Elle est désemparée. À chaque fois qu'il y a grève, les enfants sont tués ici. Qu'ils arrêtent maintenant de tuer nos enfants. Âgée de 18 ans et élève en 12e année, Fatoumata Binta Diallo était également orpheline de mère. Elle a rejoint sa dernière demeure ce vendredi. La désolation, il faut dire qu'avoir ces images, ces jeunes arrachés à la vie malgré leur volonté, parce qu'on ne peut pas aussi prévenir la mort, que l'âme de toutes ces victimes repose en paix. Alors, monsieur Silla, il faut dire quand même que ça fait chaud au cœur en regardant notamment ces témoignages. Aujourd'hui, il y a une sorte de crise qui oppose les acteurs de la société civile et les syndicalistes. La question pour bon nombre de citoyens, c'est vous les acteurs de la société civile qui devraient être notamment la solution à ce problème. Quelle devrait être la responsabilité ou rôle que devraient jouer notamment les acteurs de la société civile pour sortir de la crise? Oui, vous savez, à un moment, on devait vraiment se mettre au-dessus de cette mêlée politique et politicienne. Mais aujourd'hui, il faut avouer qu'une bonne partie de la société civile vit les discours de part et d'autre des débords, c'est-à-dire de l'opposition et de la mouvance, ont fini de formater les cerveaux de certains camarades en disant, bon, tel est contre toi, tel le malinqué n'aime pas le peuple, tout ça là. Aujourd'hui, c'est qui est en train de chercher même un repli identitaire pour justifier sa position. Et j'avoue, en suivant, personne n'aime que sa fille de 18 ans termine dans les mains des milices armées. Quel danger cette fille représentait? Quel danger cette jeune fille-là représentait pour qu'elle puisse être tirée à bout portant? Ouais. Hein? Quel danger cet enfant représentait? Quel était l'espoir de sa famille et de la nation? Combien d'enfants sont morts comme ça? Il faut que cela s'arrête. Donc nous, société civile,
nous avons perdu le Nord il y a très longtemps. Il faut quand même qu'à un moment donné, qu'on essaye vraiment de prendre notre destin en main et de revenir demander même pardon à cette population guinéenne et qu'on soit à sa disposition, au lieu d'être à la disposition des gens qui sont en train d'amener le pays à la dérive et que nous le suivons, demain l'histoire nous rattrapera. Alors la dernière question de cette émission, il faut dire quand même, parlant de la société civile guinéenne, il faut dire que vous apparteniez à l'époque notamment au Conseil national des organisations de la société civile, vous avez fait notamment votre retrait du processus de l'organisation, et aujourd'hui il y a une sorte de crise qui mine le Conseil national des organisations de la société civile à cause notamment d'une rencontre qui s'est tenue du côté de Dabola. Qu'est-ce qui se passe réellement en une minute? Oui, ce que je vais dire aux gens, c'est Silla qui a quitté le bureau du CNOX. Si vous relisez tous les mémorandums, notre plateforme reste et demeure membre. J'étais membre du bureau, mais comme j'ai vu que le bureau ne fonctionnait pas et que la gouvernance n'y était pas, la gouvernance de Dansa Kourouma et de son équipe à l'époque, eh bien moi j'ai dit que je ne peux pas compatir avec un tel bureau parce que la mission qui nous a été assignée, on était en train d'aller à la dérive. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus représentatif et que les gens ne nous écoutent plus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc aujourd'hui il est allé organiser un pré-congrès qui n'existe pas. Dans sa Kourouma, il a organisé un pré-congrès à Dabola. Quand il a vu nos réactions il y a quelques jours, après il a appelé certains qui a un atelier de formation à Kindia et puis investiture, tant. Le bureau qui a été élu au pré-congrès, certains ne se sont plus retrouvés dans le bureau qu'il a aussi installé à Kindia. Mais nous on dit le moment est venu de créer CNOX Renouveau. Il y a les plateformes membres qui sont là. Nous sommes donné la main. Après toutes ces crises-là, et un bureau sera présenté au peuple de Guinée et que nous, en tant que nouvelle équipe du Conseil national des organisations de la société civile, le CNOX Renouveau, nous allons dire au peuple que c'est fini cette récréation. Eh bien, nous allons jouer le rôle révolu à une vraie société civile. Il ne faut pas prendre des agents secrets de l'État et les dire qu'ils représentent la société civile. Non, dans ça est loin de ça, mais il y a certains... Non, ce n'est pas une question d'appétit du pouvoir. Parce que quand vous voyez même ses sorties dans ces derniers temps, il était en perte de vitesse parce que nous, on l'a mis en ballottage. Il a même pris un huissier pour aller se faire valider à Kindia. Et toutes ces dispositions n'existent pas dans les statuts et règlements de conseil. Il est allé de 17 à 27 personnes dans un bureau qui n'existait pas. Mais nous, on est très tranquille. Et il y a une commission qui travaille professionnellement et que nous disons seulement aux gens de ne plus le reconnaître comme président du conseil. Peut-être il va faire un jeu, il n'a qu'à continuer dans son jeu avec son équipe. Et vous réclamez l'État guinéen notamment d'intervenir également pour réguler la situation? Non, on a écrit au gouvernement à un moment donné, au ministère de l'administration du territoire, de ne pas valider cela. Et si ce ministère le valide, eh bien, tant mieux, il aura encore un autre CNOX bis parce qu'on est libre. Nous, on reste membre parce qu'on ne peut pas payer nos cotisations à une organisation, à un bureau qui ne joue pas sa partition, un bureau qui ne nous rend pas des rapports. Et il vient de déclarer qu'il a mobilisé plus de 17 milliards et que dans sa page Facebook, après il dit qu'il a un solde d'1,7 milliard. Mais est-ce que tout cela a été audité? Est-ce que toutes les organisations membres ont été informées de la façon dont tout cela a été géré? Donc voilà autant de questionnements et certains membres du bureau sortant n'étaient même pas conviés au pré-congrès ni au congrès soi-disant congrès qui vient d'organiser à Kindia, et que certains présidents de coordination régionale nous ont dit: ah monsieur, si là on nous a appelé pour une formation, on a fait 2 heures, et bien après tout on est venu valider n'importe quoi. Et vous donc c'est n'importe quoi, on doit... C'est l'annonce notamment faite par monsieur Aboubacar Sy lancée concernant notamment la crise qui mine désormais le Conseil national des organisations de la société civile en termes notamment d'esprit et de renaissance, parce qu'ils annoncent désormais le CNOX Renouveau. Et ça montre en suffisance qu'il y a encore du pain sur la planche de la société civile, et en termes de responsabilité également, il y a beaucoup d'assistance et de demandes qui restent notamment inexaucées. Alors M. Sylla, nous arrivons à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir dans l'émission Starcom. Merci d'être passé par là. Merci vraiment, et merci à toute votre équipe. Alors il faut le dire que l'émission Starcom pour ces numéros, ça est terminé pour aujourd'hui, mais il faut le dire que nous nous retrouvons sur ce plateau avec d'autres invités également pour débriefer l'actualité nationale. Mais je vous dis seulement à vous qui
nous suivez à l'instant. J'espère tout simplement que vous avez éprouvé de plaisir à nous suivre et restez connectés à la télé du 21e siècle car le meilleur reste à venir.